Bienvenue à vous, Frédéric, bienvenue à vous autres publics. C'est très particulier pour nous, très spécial de procéder de cette manière-là et je vous avoue que moi, en tout cas, je ne m'y habitue pas, mais on fait contre, voilà, mauvaise fortune bon cœur et on est quand même ravis de que ça ait lieu, c'est mieux que rien. À savoir cette discussion donc sous la forme, de conférences, en visio, avec nos invités et je voulais rappeler, puisque je fais partie donc avec Lolita Voisin et Christophe Le Toquin des personnes qui ont organisé le cycle de discussion et nous-mêmes, nous sommes en relation avec pas mal de partenaires et donc que cette discussion de la chocolaterie vient, achever notre cycle de cette année 2020-2021 qui s'est tenu tant bien que mal donc et sur le thème des ralentissements. Thème intéressant, thème de pleine actualité s'il en est, dont nous avions ensemble convenu finalement, après des discussions avec le reste de l'équipe pédagogique, avant même finalement que le premier confinement soit décrété, donc quand on célèbre plus ou moins l'anniversaire, en même temps que le 150e anniversaire de la Commune de Paris, rappelons-le. Donc, quelle jolie date pour terminer ce cycle. Ralentissement parce que justement, il nous semblait qu'il était temps de nous tourner vers d'autres rythmes, d'autres formes de rapport au temps que celles à laquelle les habitudes de travail, de consommation, de déplacement nous incitent toujours davantage. Et pour ce faire, en fait, il existe toute une série justement de sources, d'interlocuteurs, les paysagistes en font partie. Traditionnellement, nous concluons aussi ces cycles de discussion annuels de la chocolaterie avec une proposition d'invité paysagiste. Et c'est pour ça, donc, je laisserai, Sylvain, je te laisserai présenter notre invité de ce soir, hein, mais c'est pour ça que ce soir, donc, sous le titre Le temps jardinier, nous avons le grand plaisir d'accueillir, entre guillemets, Frédéric Delessal. Un dernier mot donc pour rappeler nos partenaires, c'est toujours important. Nous avons depuis maintenant plusieurs années donc une sorte de coopération avec plusieurs acteurs sur le territoire, le CAUE 41 du Loir-et-Cher, que je salue. Je ne sais pas si Nina Feato est là, mais en ligne, mais en tout cas, ça a été toujours une coopération idéale pour nous. Ensuite, nous avons aussi parmi les acteurs, disons, du territoire avec qui nous travaillons, la mission Val-de-Loire de l'UNESCO, que je salue également, et la radio Studio Zef, hein, qui est une radio associative locale de Blois, qui met en discussion, en fait, met en diffusion les enregistrements de ces discussions, en l'occurrence via son site qui accueille donc sur une page, vous pouvez retrouver l'ensemble des discussions de cette année et des années précédentes pour des nouvelles écoutes, comme on dit. Est-ce que j'oublie quelqu'un? Sylvain, aide-moi. Dans les partenaires, je ne crois pas. Voilà, j'arrive pas à mettre la main là sur notre affiche, donc j'espère ne rien oublier. Mais ça va me revenir si c'est le cas. Je vais te laisser la parole tout de suite, Sylvain, et bienvenue à tous encore. Merci Olivier pour cette introduction. Donc, en effet, comme tu le précisais dans le cadre de nos cycles de conférences, on clôture généralement le cycle par l'invitation d'un paysagiste. Et quand vous m'avez laissé le choix de présenter quelqu'un, j'ai tout de suite pensé à Frédéric, qui est une personne que je connais que depuis peu, hein, depuis la levée du premier confinement, pour être très honnête, dont j'avais déjà entendu parler, évidemment, ayant un pied par mon activité dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc Frédéric, je te laisserai en effet te présenter plus en détail dès que tu vas commencer la conférence. Mais Frédéric a quelque chose de singulier dans le sens où il est paysagiste praticien, mais aussi photographe de formation et de par sa première activité. Et c'est le travail qu'il va nous présenter ce soir qui croise ces deux approches et ces deux disciplines dans une écriture très contemporaine, en tout cas très liée aux enjeux contemporains de l'écologie du paysage et de l'écologie du jardinage même. Juste une précision en effet, donc cette conférence va durer à peu près 1 heure, à la suite de quoi on va entamer une discussion qui sera initiée par moi-même et puis par Pierre Joly, qui est un étudiant de 5e année à l'école et qui participera à cette discussion avec Frédéric et aussi après avec chacun de vous participants qui pourrez intervenir et poser vos questions. Donc la conférence se terminera normalement autour de 20 heures où vous pourrez tous nous quitter.
Voilà, je vous remercie tous pour votre présence. Merci Olivier pour cette présentation et puis je suis ravi, d'accueillir, Frédéric Delessal à qui je laisse désormais la parole. Merci, Sylvain. Donc, je m'appelle effectivement Frédéric Delessal, je suis jardinier, paysagiste, photographe et autodidacte, et je suis né en 60, puisqu'on parle de temps, donnons quelques dates. Tout jeune, j'étais passionné d'oiseaux et je voulais être ornithologue. Je me suis retrouvé en école d'agriculture dans les années 70, époque à laquelle on nous préparait à l'avènement de la vache folle, avec des rations fourragères à base de papier, etc. Vache folle qui surviendrait 15 ans plus tard. J'ai arrêté en première les études, puis j'ai suivi une formation de menuisier. J'étais pas très bon. Et la profession m'a vu reprendre d'un bon œil des études en école d'art où j'ai appris à désapprendre. J'ai eu mon équivalence de bac dans cette école et je me suis présenté à l'IDEC, Institut des études cinématographiques, la FEMIS maintenant, qui ne m'a pas retenu. Et là, le ciel me tombait sur la tête car je ne comprenais absolument pas comment ils pourraient se passer de moi, mais j'apprenais dans le même temps qu'ils avaient refusé Louis Malle, alors ça allait mieux. Et je me suis alors orienté vers le montage film, sur le tas, comme on dit, en faisant des stages, 3 longs métrages et on devient monteur, 3 courts métrages valent un long. Je vous laisse calculer le nombre de combinaisons que ça peut faire. En tout cas, je faisais mon premier stage avec Alain Fleischer sur l'œuvre de Pierre Klossowski, Robert ce soir, et ça me paraissait mieux qu'avec Gérard Houry. J'arpentais les salles de montage, j'ai même rencontré Marlon Brando à la cafette, enfin à son sosie, je crois, très sympathique en tout cas. Mais le cinéma est un métier où il faut savoir attendre le coup de fil qui va vous faire travailler, et ça m'était absolument impossible. Je suis donc rentré à Lille où j'ai commencé une formation comme assistant photo dans un studio de prise de vue. Je passais tout mon temps libre à me familiariser avec l'utilisation d'une chambre photographique, à trouver une utilisation détournée de chaque type de source de lumière. Et au bout d'un an, j'étais photographe. Enfin, disons qu'on m'avait confié mon plateau de prise de vue. Là, j'étais aussitôt débauché par le studio concurrent où je commençais une belle carrière de photographe vedette. J'avais surpris les propos du commercial qui semblait bien connaître son affaire. Et au bout de 5 ans, je montais mon propre studio que j'appelais Nemo, en faisant référence au poème épique d'Homère, où Ulysse échappe au cyclope en se faisant appeler Nemo, personne. Le cyclope a un pieu planté dans l'œil par Ulysse, hurlant sa rage et sa douleur, disant à ses voisins que personne n'avait attaqué. Peu de temps après, le film Nemo est sorti. J'aurais dû faire un procès à Disney, car l'énergie que j'ai dû passer les années suivantes pour expliquer que je n'avais rien à voir avec ce petit poisson, que je n'avais même jamais vu ce film, me faisait pas passer pour quelqu'un de très sociable. En 94, je cherche un terrain pour y faire un jardin et construire notre maison. Je vois une annonce dans Cadre calme et verdoyant, Fermette à rénover, et avec mon ami François Andrieux, nous visitons le site de 3 hectares. François pense le projet faisable, même si la ferme à rénover est en réalité une ruine, et en mars 96, la maison est finie, ses ouvertures proposent un fort rapport à la terre, et le bâtiment réinterprète l'écriture du bâti traditionnel avec un ancrage dans le paysage et le territoire que le jardin va accompagner. Ce sera le jardin du Lanceau. Une première pépinière de 500 arbres est plantée en décembre 95 et nous nous installons en mars 96. Tant jardiné, longtemps. Suite à une visite du Lanceau par Sylvain, qui me demande si je voulais participer à une discussion sur le thème ralentir, l'angle me paraissait plus juste que de parler de lenteur, surtout après les divers éloges qu'elle a pu avoir, les nombreuses conférences là-dessus. D'autant que la lenteur au jardin n'existe pas, au jardin il y a juste du temps. Cependant, on peut comprendre la lenteur, souvent évoquée au jardin, par l'accélération du temps depuis une mécanisation excessive du travail. Dès que l'on est en capacité d'accélérer, ralentir devient un but pour beaucoup de gens qui peuvent ou veulent en prendre les moyens. Le monde paysan avait cette mesure du temps liée à l'outil qu'il utilisait au travers des époques. Des pierres et un champ de 1 hectare représentait 1 an de travail pour un homme ou 2 hommes, etc., selon les régions. Et cette mesure s'est trouvée bouleversée après la Première Guerre mondiale. L'industrie lourde avait effectivement un outil de production formidable, devenu inutile, et l'industrie chimique, des découvertes dont elle voulait continuer la production coûte que coûte. Les premiers tracteurs agricoles sont alors produits en série.
En France, après la Seconde Guerre mondiale, Fernand Villaume, ingénieur agronome et lobbyiste, réunit le gouvernement qui doit nourrir un peuple, les paysans qui ont leurs problèmes de production, de maladies et n'ont plus de bêtes, qui ont toutes été réquisitionnées par la guerre, et enfin les industriels, chacun servant les intérêts de l'autre pour faire naître une agriculture militaro-industrielle. L'accélération qui en résulte, la négation du temps et du vivant, nous pose aujourd'hui les problèmes d'insoutenabilité de ce rythme contre nature. Lucien Kroll, architecte urbaniste belge, qui a fondé avec sa femme l'atelier d'architecture Simone et Lucien Kroll, nous parle de la complexité organique du civil opposé au simplisme militaire. On pourrait transposer cette dualité au Lanceau, où l'on sent cette opposition, mais c'est de la complexité organique du vivant dont nous parlons, et on verra comment on y interprète le simplisme militaire. Les outils agricoles sont donc des machines paramilitaires qui permettent de nier le rythme du vivant et de prendre la terre pour un support technique et non plus comme un organisme vivant. Alors qu'auparavant, les fermes en polyculture élevage travaillaient avec la chaîne du vivant, la terre était nourrie par le fumier des bêtes qui permettait la culture des céréales, qui nourrissait en retour les bêtes et les gens. Il y avait cette diversité de production où chaque animal avait sa place et je dirais son utilité. Veaux, vaches, cochons, basse-cour, chiens, pigeons, tous formaient une chaîne et les produits non consommés étaient utilisés sur place et finissaient à l'élevage des animaux, l'ultime étant le cochon. Je pense que la diversité du vivant apporte une densité du temps. On ne sent plus du tout cette densité dans les fermes actuelles, en tout cas. Aujourd'hui, c'est produit un clivage. L'agriculteur ne nourrit plus la terre, mais directement la plante, alors que l'on doit nourrir le sol, sa faune et sa flore, qui nourriront la plante. C'est la base d'une agriculture saine et pérenne. Le labour, acte simpliste par excellence, est permis par ces machines surpuissantes qui tuent la vie du sol en retournant régulièrement les horizons aérobie-anaérobie. Nous sommes dans une sorte d'agriculture préhistorique. Malgré ce déploiement, ces tracteurs incroyables qu'on voit, c'est vraiment, pour moi, préhistorique. L'outil me semble être la base, être l'axe autour duquel les hommes et leurs qualités, leurs carences, leurs connaissances, leur ignorance, leur génie, leur capacité d'observation, leur force, leur faiblesse, se réalisent ou non. Le jardinier domine ou est dominé par son outil. Et plus l'outil est puissant, plus la domination est totale. Et c'est ici que le temps intervient. C'est là que nous pouvons espérer ralentir, en travaillant moins, avec plus d'observation. Je parle souvent de cette loi très commune, bien que discutable, des 80-20. Si vous travaillez 95% du temps et observez 5%, les 5% restants, ce qui est assez répandu, je pense, vous êtes mauvais pour votre corps, pour votre esprit et pour le vivant. J'espère être à 80-20, l'observation intellectuelle y étant pour 80%, et l'action physique pour 20%. Bien sûr, avec l'âge, je vais tendre vers le 95,5, puis vers le 99,1. Bon. Le 100% jardiner, c'est regarder, me semble être une posture, et je ne la partage pas. Il y a toujours cette participation au vivant, à l'élaboration du jardin, qui me semble primordiale, comme chaque animal intervient dans notre jardin. Un simple trait de coupe de tondeuse peut parfois organiser plusieurs hectares. Quelques branches d'arbres remontées découvrent le paysage alentour et relient le jardin à son territoire. De toutes petites actions qui construisent pourtant notre sens de l'esthétique. Le jardinier dominé par son outil produit des jardins qui vont vite. Et cet espace maîtrisé que l'on voit si souvent. On pourrait appeler ça le jardin des 4 outils. Taille-haie, tondeuse, tronçonneuse, souffleuse. La panoplie du non-jardinier qui donne des espaces figés et stérilisés. Alors j'étais dans ce jardin pour un projet et alors que nous parlions avec l'architecte, un jardinier tournait autour de nous avec un tracteur énorme, un tracteur tondeuse énorme et qui avait absolument rien à tondre. L'été ayant été très sec, mais il devait avoir un calendrier auquel se conformer. Et on constate généralement dans ces jardins une rupture sociale, culturelle et temporelle avec le territoire dans lequel ils ont été installés. Essence végétale et méthodes utilisées n'interagissent pas du tout avec le territoire, alors qu'à mon sens, il convient de recoudre le jardin
avec ce même territoire par le végétal et les méthodes. La façon de se présenter au jardin dit la façon dont nous allons le traiter, le bien traiter ou le mal traiter. Effectivement, si on a des grosses tronçonneuses, si on a du gros outillage, on risque de faire beaucoup de mal et beaucoup de bêtises. Alors, il est vrai que notre tradition du jardin à la française ne nous facilite pas la tâche. C'est un jardin de représentation sociale, politique, c'est la représentation d'une pérennité temporelle, et nous ne sommes pas du tout dans l'univers du vivant. Notre héritage semble avoir créé un décalage avec la nature. Il y a certes beaucoup d'éléments à développer ici, et je vous invite à lire Valérie Chansigaud, La nature et les Français, pourquoi si peu d'amour, qui est une historienne des sciences et de l'environnement française. C'est très éclairant pour comprendre notre désarroi face au vivant. Ou regardez le film de Jacques Tati, d'ailleurs, Mon oncle, qui date de 58, c'est plus léger, dans lequel on voit sa réinterprétation du jardin à la française. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas Jacques Tati, c'est un grand cinéaste français dont l'œuvre se situe entre le burlesque, la moquerie amusée et bienveillante de la société moderne. Avec cet héritage de jardin, il ne nous est pas possible de nous raccrocher à une tradition qui bien souvent propose un garde-fou, comme en Belgique, en Hollande, en Allemagne, on peut en trouver. Je vais maintenant recentrer la discussion sur ce rapport au temps que j'ai développé dans mon travail. Tout jeune, lors de nos vacances en montagne, un restaurateur m'avait appris à faire des jardins de mousse dans des boîtes à camembert. Je voyais dans ces espaces minuscules des plaines, des bosquets, des forêts. J'aurais pu les appeler jardins camembert. Je les ai appelés jardins transportables. J'étais aussi fasciné par les oiseaux et je voulais être ornithologue. J'ai mal fini en école d'agriculture, d'accord, mais bon. A posteriori, c'est, me semble-t-il, un bon préambule pour m'intéresser à leur milieu de vie, ce qui m'importe d'ailleurs beaucoup maintenant dans mon travail. Apprendre la lumière. Alors, je l'ai apprise par mimétisme avec la peinture et la photographie. On le voit peut-être sur cette image où on sent l'influence des tableaux flamands, peut-être Les Mangeurs de pommes de terre de Vincent Van Gogh, avec une lumière d'Edward Hopper, ce peintre américain qui m'a beaucoup marqué par cette lumière narrative qu'il avait, comme une évocation de l'immensité du pays, avec une nouvelle palette de couleurs, tout comme les musiciens américains, que l'on nomme parfois Maverick, ont ramené d'Europe leurs vieilles notes et ont fabriqué des sonorités à la mesure de l'espace du pays dans lequel ils vivaient. Là, on peut écouter Aaron Copland, qui est assez éloquent à ce sujet-là. Mais il me fallait ma propre façon d'éclairer, que j'ai trouvée en travaillant avec du voile noir et non de la lumière artificielle. C'est une méthode simple qui consiste, lorsqu'on a une lumière trop plate, à couvrir le sujet dans une boîte noire faite avec du voile et de faire la lumière voulue en soulevant un coin de ce voile. Le sujet est alors dans la pénombre, on ouvre le diaphragme pour que son exposition soit correcte et le fond devient alors lumineux. Alors, il n'y a rien à voir avec la couette qu'on voit dans la photo, hein, c'est une boîte qui est au-dessus de l'image. C'est une illusion de lumière bien réelle, mais fabriquée avec de l'ombre. C'est un peu une méthode de feignant très efficace pour éclairer un paysage entier, par exemple. J'ai malheureusement pas retrouvé d'exemple à vous montrer sur cette problématique. Un premier jardin, c'est le jardin de ma première maison en 92, une petite parcelle de 100 mètres carrés avec un jardin foisonnant. Il y avait déjà cette manière de s'extraire du jardin en créant un cheminement le long des murs de clôture, ce qui offre plusieurs itinéraires possibles sur un tout petit espace. Aussi le jardin en mouvement, puisque le livre de Gilles Clément venait de sortir, et là on voit le petit mouvement dans mon jardin. C'est vrai que dans 100 mètres carrés, c'est pas très très facile. Je refaisais ce jardin presque tous les ans et je m'aperçus vite que 100 mètres carrés n'était pas ma mesure. Au bout de 5 ans, je commençais à chercher un terrain vierge. En 1980, je fais des études de cinéma à Paris et je vois les premiers films de Ozu.
Yasuhiro Ozu, un cinéaste japonais. Premier film qui arrive en Europe. C'est un séisme pour beaucoup de gens, pour moi aussi, pour moi et pour beaucoup de gens, je pense. Et ce qui me semble être une infinie observation, je le vois traduit dans le premier livre en français de Nan Ritchie par le repérage jusqu'à l'épuisement, selon les termes de Ozu. C'est une approche qui m'a beaucoup marqué dans ce sens d'un très fort engagement, une façon de s'ancrer dans le temps et une grande précision sur des sujets en apparence communs, les histoires familiales. De retour dans le Nord, j'ai acquis une chambre photographique grand format avec laquelle je pensais là tenir la précision nécessaire et j'ai commencé à parcourir mon territoire. J'aimais ces fermes dans lesquelles se superposaient ces traces d'usage. Et ce qui m'intéressait aussi, c'était de photographier une organisation du paysage, ou d'ailleurs d'en proposer une reformulation, une autre façon de regarder, une autre hypothèse en quelque sorte. Et c'est vrai que la photographie propose toujours des hypothèses. Dans le vivant, on essaye des hypothèses, et au jardin, on fabrique des hypothèses. La Villa Cavrois, à Roubaix, c'est une architecture de Robert Mallet Stevens, architecte moderne des années 20, pour qui la lumière était un matériau qui nécessitait une réflexion à part entière. Ces images ont été réalisées à la chambre, dans la villa, juste avant son saccage. À l'époque, pour moi, la lumière est devenue une obsession. Et s'il y a beaucoup de façons d'exprimer le temps, je pense que la lumière en est une. Et dans toutes ces images, on voit qu'il traite la lumière comme un flux vivant. Là, on voit ce rapport très pictural à l'extérieur que Mallet Stevens n'a jamais pu voir parce que les arbres devaient être tout petits à l'époque. On ne pouvait le voir que de nos jours, mais lors de la restauration de la villa, une partie du patrimoine arboré a été coupée pour les besoins des travaux. Et nous sommes en France et l'option couper et éventuellement replanter est la première option. Faire l'effort de protéger, jamais. Il me semble que les gens ont peur de paraître faibles s'ils tiennent à la protection des arbres. On peut dire que ça fait un peu nunuche, quoi. Par contre, on va muséifier un arbre décrété remarquable, le protéger, l'entourer de toutes les attentions et décrets, alors que nous ferions mieux de laisser le temps aux arbres de devenir remarquables. Décréter de futurs arbres remarquables est un positionnement totalement différent. En France, l'arbre est en sursis, ce qui n'est pas du tout le cas dans d'autres pays. Là où il est un patrimoine. Ici à Essen, en Allemagne, on voit ces platanes gigantesques frôler les façades. Ça n'a l'air de déranger personne. Euralil. En 91, à Euralil, le plus grand chantier du monde, d'Europe, quand même, se construit à la porte de ma maison et je décide de le photographier. Je le ferai tous les week-ends à la chambre photographique, puis la seconde année, plusieurs fois par semaine, quand les ouvriers ne sont plus au travail. En fait, j'y trouve cette complexité organique qui oriente mon travail vers des portraits d'ouvriers, par les traces qu'ils laissent le soir, plutôt que par des vues édifiantes et attendues de ce genre de chantier monumental. Le projet devenant alors d'avoir en permanence une exposition de leur travail dans une base vie, ce qui ne pourra pas se faire pour des raisons X. Mon intention a été de ne pas traduire les images en matière photographique, mais plutôt d'obtenir une représentation picturale intemporelle par une spatialisation particulière de la lumière. Une lumière toujours très stable, ou ces ombres inversées des objets sous les dalles que l'on trouvait, qui étaient très, très intéressantes, comme une image dans une caméra obscura. On a l'impression que l'image est retournée. Et il y avait toujours cet outillage rudimentaire inventé par les ouvriers selon leur taille et leur précision, comme des sculptures qui tiennent d'un art minimaliste. Aussi la précision de certains corps de métier avec cette organisation méticuleuse et assez touchante.
Et je n'intervenais d'ailleurs jamais sur la mise en scène. C'était plutôt trouver mon écho dans ce qui me semblait être une organisation tangible, non hasardeuse. En trouvant la scène qui m'intéressait, je prenais tout le temps de déplier la chambre, de goûter une chose qui ne pouvait plus m'échapper. Même la lumière était stable dans ce qui retenait mon attention. Et je pourrais relier cela à l'infinie observation dont je parlais au sujet du travail de Ozu, ce repérage constant d'un lieu qui devient un monde. Et je pense que Ozu a travaillé sur la famille de cette manière, et ce qu'il raconte de ces familles appartient de façon intemporelle au peuple et à la société japonaise. Le temps du jardin. En 95, je cherche une page blanche pendant 1 an et je trouve ce terrain avec un limon argilo-sableux au sud de l'île, près de la forêt de Marchienne. Une partie, alors le jardin est ici. Vous avez la ferme qui est là avec en gros 2 hectares ici et en gros 1 hectare ici. Vous voyez la tourbière qui est maintenant une frayère, qui fait partie d'un grand ensemble, d'une grande tourbière ici, et traversée, donc déchargée par le Décours, le courant de Coutiche ici, et tout ça se jette dans l'Ascarpe. On verra ça sur une image plus large après. Aucun ouvrage agricole lourd n'est à démonter, ce qui est déjà un grand avantage. Et on remarque ici l'alignement de saules qui est toujours là. L'image date de 66. On voit que les saules sont déjà là. C'est maintenant vous les verrez tout à l'heure, ils sont absolument remarquables pour le coup. Ici, un plan de la ferme en 2012. Là, on a la partie humide, comme vous voyez, qui est devenue une frayère à brocher. On verra comment on la fabrique tout à l'heure. La compensation carbone, dont on va parler. Le verger qui est ici, le grand verger, le petit verger ici, la basse-cour, ce qu'on appelle le jardin, juste derrière la ferme avec le potager ici, le jardin clos, que l'on verra aussi avec anciennement le potager qui est maintenant une pépinière. Et ces 2 grands poumons, ces 2 grandes pâtures qui maintenant sont plus exactement comme ça. Il y a des pleins et des vides qui viennent un peu adoucir ces grands vides par rapport aux pleins qui commencent à pousser très très fort sur les côtés. Et ici, les 3 pépinières, la pépinière 1 avec 500 arbres ici, et 750 arbres qui ont été plantés dès l'acquisition du terrain. Donc voilà le site en 95. Donc c'était magnifique, hein, c'était une vraie page blanche. Alors commencer une page blanche, j'avais bien ma page blanche et je me dis qu'avec le recul, aménager l'espace, c'est créer du temps. J'avais fait l'achat d'un fonds de pépinière de 10 arbres aux pépinières Henbel, et voici le premier grand sujet, puisque tous les autres arbres, les 1000 ou 2000 arbres qui étaient plantés là-bas au fond et là-bas sur le côté, c'était des arbres qui faisaient 90 cm. Là, nous devons être 3 ans après le début de la plantation. On commence à extraire nos arbres des pépinières et on commence à les aligner, à faire les grands alignements qu'on va voir après. Là, je fais un petit écart au Ladakh. En fait, c'est un voyage qu'on venait de faire et j'avais été très intrigué et très secoué par leur façon de planter. Alors, il est vrai que la capitale, Leh, où nous étions, était à 3500 mètres d'altitude, et la fulgurance du potager entre deux neiges est vraiment bien réelle. Et le potager doit nourrir l'estomac, mais aussi l'esprit entre ces 2 périodes de neige. Raison sûrement de ces fleurs mêlées aux légumes. Alors pour ma part, le potager ne m'intéresse pas du tout. C'est vraiment beaucoup trop rapide pour moi. La capitale Leh, je disais, à 3500 mètres d'altitude, et en arrivant en avion, on voit ces lentilles vertes au fond des vallées, on voit ces montagnes complètement
minérales, ces lentilles vertes qui sont des cultures. Et un programme gouvernemental favorisait la plantation de saules pour retenir la nappe phréatique. On voit ici ces jeunes saules avec des boîtes de conserve pour les protéger des chèvres, et ces saules plus âgés qui sont menés en tétard pour une exploitation du bois et aussi pour permettre le maintien de l'herbe en dessous pour le pastoralisme. Ici, on voit ces montagnes qui sont vraiment adossées à ces sortes d'oasis, on pourrait dire, et le passage du vert au minéral se fait sur quelques centimètres. C'est absolument sidérant. Et on a vraiment ces saules, ces arbres qui maintiennent la nappe phréatique assez haute pour pouvoir cultiver. Et en fait, je me suis rendu compte en arrivant à Marchiennes que les arbres qui bordaient le terrain étaient des saules. J'ai donc prélevé des perches de saules sur un saule qui était à l'entrée et qui était avec des perches pas trop vieilles. Et on voit les perches de saules ici plantées avant même la fin du chantier. On vous les verrait tout à l'heure, ils ont bien poussé. En 99, nous avons participé pendant 2 ans avec François Andrieux, l'architecte de la maison, au séminaire des territoires de Jean-François Chevrier, historien et critique d'art, et Marc Pateau, photographe. Il y avait une séance sur le thème « 5 objets représentant le monde ». Je vais vous lire ce texte si vous le voulez bien. Moi, j'ai choisi la photo de ma fille Lola, née en janvier 99, une branche de saule blanc, un œuf crotté et une poignée de graines de légumineuses. Ces 4 objets sont combinables. Le 5e, l'humus, est fabriqué à partir des 4 autres. Je plante ma branche de saule pour ombrager. Je la bouture, la démultiplie. La 3e année, je plante 10 branches. J'arme la pâture de ces boutures. Les marques que je retrouve en tête d'arbre sont celles de rapaces nocturnes. Chaque mât est un poste d'observation avancé de plus sur la prairie. En 10 ans, j'ai un petit bois de saule. Je garde donc l'eau, la nappe phréatique, au niveau du sol végétal. J'obtiens beaucoup de feuilles dont je prends une partie pour faire un compost de surface sur une portion de terrain que j'appelle potager. J'en prends une autre partie que je combine en tas avec le carbone et l'azote, la crotte de mon œuf qui a été mangée depuis. Je peux aussi prendre la photo et la placer dans le compost. Ce sont les micro-organismes qui en assurent la décomposition. J'obtiens en 1 an un compost que j'ai installé à l'ombre des saules pour économiser l'eau à l'intérieur. Le compost de surface aura lui aussi capturé l'eau et empêché son évaporation par la couverture du sol. À l'abri de cette protection mécanique, les vers de terre et les micro-organismes travaillent à la fabrication de la matière vivante, l'humus. Avec ma forêt de saules, je chauffe mon petit monde. Je récupère donc la cendre que j'utilise dans le compost, soit en surface, soit en tas, avec des feuilles de saule, le calcium, l'azote et le papier. L'humus est maintenant prêt et contient assez d'éléments nutritifs pour qu'au potager, je sème la légumineuse. Celle-ci va développer ses racines à l'abri des maladies dans ce filtre biologique qu'est l'humus. Je n'ai pas besoin d'aller chez Casto, chercher des produits de merde manufacturés. J'utilise la merde et les déchets sous une forme naturelle et combinable. Sur les racines des légumineuses se développent alors des nodules remplis de bactéries. Ces bactéries, propres à cette famille de plantes, sont capables de fixer l'azote de l'air. Et je n'épuise donc pas le sol, au contraire, je l'enrichis, en plus de la récolte de graines et de la protection mécanique qu'apporte le feuillage. Après la récolte, j'enfouis tout, comme en grèveur. L'azote fixé par les bactéries sera retenu dans la matière organique de l'humus. Pendant ce temps, dans la solée, l'ombre et le niveau d'eau stabilisé favorisent la venue d'autres essences. Le bouleau, le frêne, l'aulne, le sureau, la viorne, le fusain, le prunelier attireront à leur tour une faune et une flore de plus en plus diversifiées. J'extrais de jeunes plants de ces espèces colonisatrices pour faire des haies autour du potager. Les insectes s'y installent. Ce sont mes auxiliaires. Ils piègent les insectes ravageurs du potager qui, le soir, vont y chercher abri. Les oiseaux aussi y nichent, et si pour nourrir leur couvée, ils mangent sans distinction auxiliaires et ravageurs,
Ces derniers seront perdants par 2 prédations contre 1. En bordure de la Solée, j'ai pris la précaution d'étêter quelques sujets. Le saule tétard en tête des rejets souples de 1 à 5 mètres que l'on peut replanter en palissade, tressée, contre le vent ou le bruit, ou encore en cabane vivante, pour le jeu. Au besoin, la cabane se fera sur la tête évidée quand l'arbre aura 50 ou 100 ans, pour d'autres enfants. Son tronc malade et creux se sera alors rempli d'un terreau de bois, support d'un monde végétal et animal particulier. Il peut accueillir plus de 500 formes de vie différentes, dont de nombreuses couvées de chouettes chevêches, des nichées de hérissons et de belettes, et des milliers de lapins. Les premiers nous auront protégés de l'invasion des ravageurs. Du lapin, plus prolifique, je dois me faire le prédateur. Mon petit monde est en route. On ne peut définir la qualité de la lumière qu'avec de l'ombre. Ce qui ne veut pas dire que sans ombre, il n'y ait pas de lumière, mais que sans ombre, on ne peut pas définir sa qualité. En effet, si vous cadrez une page blanche et que vous regardez dans le viseur de l'appareil, il vous sera impossible de définir la qualité de la lumière qui éclaire cette feuille, sinon à disposer votre main, par exemple, entre la lumière et la feuille. Là, c'est ma fille qui passe devant le flash au moment où je fais la reproduction. Et ce n'est qu'à ce moment-là que l'on voit la qualité de la lumière. Au Lanceau, exactement de la même façon, en installant l'ombre, le but était de fabriquer différentes qualités d'ombre. Légères, profondes, de saule ou de sycomore, de lisière, de clairière, hautes et alors diffuses ou basses et tranchantes. Il suffirait d'ici quelques années de lever un coin du voile pour retrouver de la lumière, comme on travaille en laboratoire en tirage argentique. En procédant par retranchement, par abattage, on retrouve une lumière de qualité en une journée, alors qu'il faut attendre 15 ans pour obtenir une ombre de qualité. J'ai donc surplanté des baliveaux et maintenant nous procédons par retranchement pour retrouver de la lumière où c'est nécessaire. Je vois cela comme le processus d'une épreuve photographique végétale. Ici, en 2020, en bord de la pinède du jardin, nous avons abattu un chêne rouge d'Amérique et replanté un jeune cornouiller cousa dans la lumière créée. Pendant qu'on essaye de comprendre le site que l'on a acquis et comment on va organiser l'espace, ce qui prend bien 3-4 ans, les baliveaux des pépinières poussent et sont devenus de jeunes arbres que l'on sort des pépinières, ici 10 ans après leur transplantation, pour créer les alignements, les bouillées, les pleins, les vides, etc. On a là la première génération de chênes qui poussent dans les fossés, semés par les geais. Les geais aussi ont commencé à coloniser, les chênes, aussi, ont commencé à coloniser la peupleraie voisine, et je pense inévitablement au texte « L'homme qui plantait des arbres » de Jean Giono, écrivain français qui décrit un berger provençal replantant des montagnes entières avec des fruits d'arbres, glands, faînes, et des graines d'aulne et de bouleau, et redonne la vie à cette région dévastée par les charbonniers. La frayère, installer le milieu et attendre. Nous avions cette parcelle en bord de décours qui était régulièrement inondée, mais sans réel accès pour les poissons. Après un premier essai infructueux de barrage souterrain réalisé par le parc lors du curage du décours pour essayer de faire remonter la nappe phréatique, ce qui n'a absolument pas marché, je lis De la Marche de Henry David Thoreau, philosophe, naturaliste et poète américain, texte dans lequel, en 1850, il recherche une ferme aux États-Unis et n'a pas de mots assez durs pour juger le peu de cas que les fermiers font de leur terre. Il dit que cependant, il a vu une terre qui l'intéressait, sombre, humide, voire putride, dans laquelle il y avait la vie, c'était un marais. Ça me donne l'énergie pour retourner voir le parc. Il y avait alors des subventions pour recréer des frayères à brocher. Donc cela consiste à rendre des pâtures inondables qui l'été sont sèches et donc sans herbe et sont sous l'eau l'hiver. Les brochets entrent sur la pâture et déposent leurs œufs, leurs frais sur les herbes, d'où le terme frayère. Ce qui compte ici, c'est d'installer le milieu qui convienne à la biodiversité la plus large que le site puisse accueillir. Puis, il faut attendre.
Si on a bien fait le job, le milieu accueillera une grande biodiversité. Les grands principes en sont un relief très doux, de façon à avoir différents biotopes, une terre pauvre en nutriments, conditions obligatoires pour la biodiversité et pas d'ombre, pour garder une dynamique maximale du milieu. L'observation est ici déterminante, car d'année en année, les plantes et les animaux font leur retour et la gestion de la parcelle doit être à leur service. La compensation carbone. Alors, un des enjeux du chantier était de faire sa compensation carbone par la plantation d'arbres. J'avais demandé au parc de faire ce calcul, mais bon, il n'a pas su. Pourtant, à l'époque, il y avait déjà des logiciels pour le faire. Donc, j'ai pris une petite parcelle de 3000 m² et planté 3 essences, 2 mellifères, le tilleul à petite feuille et le châtaignier, et une essence, on pourrait dire tampon, le chêne pédonculé, appelé à être abattu pour éclaircir le peuplement, faire du bois de chauffage et pérenniser les essences mellifères. Travailler en temps maillé est une expression qui vient des filatures de la région, qui signifie que quelque chose se fait pendant que l'on fait autre chose. Et je fonctionne beaucoup de cette façon, qui revient à ancrer des jalons dans le temps. Et voilà quelques baliveaux, dont certains, j'espère, vont devenir remarquables. Sur cette image de 66, dont on voyait un détail tout à l'heure, la ferme du Lanceau est ici. On voit la grande tourbière là, avec le petit morceau de tourbière qui est chez nous. Sur cette image 66, on voit la scarpe au milieu, la traitoire ici et le décours qui décharge chaque bassin versant dans la scarpe. À cette époque, nous avions encore beaucoup de ces zones humides dans lesquelles l'eau pouvait percoler doucement et rejoindre la nappe phréatique, la biodiversité inféodée à ces milieux étant très très importante. La pression foncière qui a suivi a fait que nous ne laissons plus le temps à l'eau de pénétrer dans le sol et d'y être stockée. Les permis de construire délivrés dans des zones humides. Alors, pour information, là, ici, c'est une zone, c'était une pâture à bécassines, comme ils appellent. C'est maintenant un lotissement. C'est absolument incroyable. Donc, ces permis de construire nous obligent à pomper régulièrement et à drainer toujours plus. L'Europe subventionne la pose de drains plastiques. Dès que la goutte d'eau touche la terre, une grande partie est récupérée par le drain. C'est la naissance du fil d'eau qui se déverse dans le fossé, qui grossit le décours, qui est déchargé par des vis sans fin dans la scarpe, qui va les amener dans l'Escaut, et toute cette eau finit à la mer. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'avec le réchauffement climatique, cette eau s'évapore et nous retombe sur la tête. Quelques temps après, le cycle recommence indéfiniment. On veut évacuer l'eau et on ne se sert plus de la planète comme d'une éponge pour la stocker. Donc on voit ici la frayère. C'est une petite planète, mais ce n'est qu'une frayère. Quelques années après sa réalisation, ici la mare prairiale au premier plan, qui était à l'époque encore connectée avec la frayère, et on voit le décours, on sent le décours juste derrière le merlon qui est ici. La frayère, dès que l'eau, dès qu'il pleuvait, le décours était connecté sur les vis sans fin qui se rejettent dans la scarpe, et donc la frayère se vidait, la mare prairiale se vidait. J'ai donc remis un petit merlon ici pour garder mon eau plus longtemps, pour permettre un écosystème différent. Et ce qui est intéressant sur cette photo, c'est que on voit la veille au soir, je passe et je vois les 2 niveaux qui sont stables. Ils gèlent pendant la nuit et on voit que la couche de glace n'a pas bougé dans la mare prairiale, mais que dans la frayère, l'eau a été pompée et la glace a ployé. Et donc, on voit vraiment la puissance de ces machines qui peuvent vous vider une vallée en quelques jours.
Alors cette frayère a été aussi l'occasion de voir entrer le monde chez moi. Et quand le monde, c'est un sentiment assez émouvant, mais c'est un peu comme le paysage emprunté. Vous empruntez les usages, mais aussi les mésusages, et on voit parfois entrer les déchets, la pollution, les bouteilles, etc. Voilà. Là, on suit notre compensation carbone qui compense de plus en plus. Donc, on voit ces saules qu'on apercevait sur l'image de 66. On dit qu'ils ont 100 ans, ça fait 20 ans qu'on dit qu'ils ont 100 ans, donc ils doivent être quand même assez vieux. Et alors que les drains plastiques n'ont qu'un seul usage, le saule, lui, en a d'innombrables. Mais l'Europe subventionne le drain plastique et non les solutions pérennes à long terme. Et nous avons perdu l'usage ancestral des saules têtards qui généraient des zones humides, servaient de piquets de clôture avec une durée de vie d'au moins un siècle. On coupe une perche de 3 mètres, on la plante comme une bouture, 1 mètre dans le sol, et ça reprend tout de suite. On peut fixer sa clôture directement tout de suite dessus. Ces saules servaient de bois d'œuvre ou de chauffage, aussi d'abri pour la faune et la vie. Il accueille environ 560 formes de vie différentes, comme le chêne, 520. Le platane, notre inoxydable platane de nos villes, on n'accueille que 2. Donc c'est vraiment l'arbre plastique et absolument, je dirais, inutile au niveau de l'écologie. L'effet qui se coule, si on peut dire, des saules, étant qu'ils vont décharger les pâtures en eau à la reprise de végétation au printemps et que le fermier pourra mettre ses bêtes au pré plus tôt. Il maintient aussi la nappe phréatique haute par la capillarité constante qu'il exerce en été, on se rappelle du Ladakh, et permet à l'eau de percoler le long des racines en hiver. Il a donc un effet de régulateur sur le niveau de l'eau. Quand une chose ne remplit qu'une seule fonction, est-ce une solution ? Immerger la maison dans le vivant, c'est amener la vie tout proche de la maison. Voir les oiseaux venir se nourrir sur les arbres, voir les gouttes d'eau qui perlent sur les feuilles, c'est voir les insectes venir butiner, comme dans un gigantesque aquarium, même si on ne sait pas toujours si nous sommes observateurs ou observés. Mais c'est aussi climatiser le bâtiment. Une ceinture d'arbres, nord, sud-est, ouest, a été plantée autour de la maison et chaque orientation a sa fonction. Ici, les saules têtards sont au sud et protègent la maison du soleil et apportent la fraîcheur à la cour. Ici, ils ont été tétés il y a peut-être 2 ans, donc ils ne sont pas très très hauts, mais ça fonctionne quand même. À l'est, les ormes et les élantes derrière continuent la ceinture de fraîcheur. Ici, les élantes, près de la fenêtre de la bibliothèque. Ici, on a ce rapport très fort que l'architecte a voulu avec des fenêtres très basses, et on voit ces troncs très proches qui offrent un rapport au paysage absolument fascinant. Ici, on est au nord, en plein été, donc il y a de la lumière très tôt le matin, mais le problème est différent. C'est-à-dire qu'on va aller rechercher la lumière avec des arbres lumineux qui vont aller capter la lumière au-dessus du feuillage et la répandre dans le jardin et la maison. C'est sûrement une technique très photographique. Alors ces arbres ici ces arbres ampoules, si je peux dire, sont des robiniers de la variété Frisia. Ils sont plantés très proches de la maison pour ne plus avoir la barre d'ombre portée rectiligne qui est amenée par le feuillage de la maison. Là, on a ce rapport du bâti au jardin. Un bon projet de jardin est initié par une maison et une belle maison voilà, doit ensemencer aussi un projet de jardin, ce qui se passe assez peu chez nous. Moi, je fais pas mal de jardins particuliers et en fait, les gens construisent leur maison et je dirais qu'après le cuisiniste, il y a absolument plus d'argent pour quoi que ce soit. Donc, c'est une vraie problématique. Les gens n'ont pas du tout avec sûrement cette problématique de jardin à la française qu'on voyait tout à l'heure, on n'a pas du tout cette sensibilité au jardin. À l'est, ici on est à l'ouest,
À l'ouest, l'alignement de pins sylvestres a une orientation nord-sud. Et l'ombre qu'il crée va parcourir le paysage tout au long de la journée. Le soleil se lève à l'est, projette l'ombre des pins à l'horizon, à l'ouest, puis cette ombre va peigner le paysage jusqu'au soir, et chaque partie du paysage au soleil va passer à l'ombre. Ce qui ne serait pas du tout le cas d'un alignement est-ouest qui va produire une ombre très stable, avec un déploiement sur plusieurs mois et non pas sur une journée. Réduire la distance, accélérer les ombres. C'est une façon de sentir la course du soleil en amenant le végétal au contact de la maison, car il y a cette densification du temps par les variations rapides que la lumière propose. Ici, on a une demi-heure entre ces deux images. C'est assez sidérant. Le soir, le jardin est dans l'ombre de nos arbres et on se sert de la lumière stable des pâtures voisines pour rétroéclairer le jardin. On a une approche beaucoup plus précise de la lumière en amenant le végétal tout proche. Là, on a une lumière un petit peu, ce même type de lumière, mais un peu plus tard dans la saison, en automne. Et là, encore une autre proposition. Le paysage emprunté, là, c'est la vue la plus ouverte de la ferme à l'est, qui va se refermer par ces semis de glands que les geais ont laissé traîner. Effectivement, la vue se referme, mais si on se projette et si on ne vient pas d'acheter une belle tronçonneuse qu'on rêve d'essayer, cette proposition des geais peut devenir constructive. Il suffit d'attendre que l'ombre se forme et de la découper pour retrouver la vue. Pas de tronçonneuse, de l'observation et juste une scie. On tend vers le concept de shake japonais, qui est le paysage emprunté, donnant l'illusion que notre jardin est beaucoup plus grand qu'il n'y paraît. Et on a ce travail sur la lumière avec une succession d'ombres et de lumière, d'ombre, de lumière, d'ombre, de lumière, etc., qui amène cette perspective très, très intéressante dans le jardin. Mais emprunter le paysage, c'est aussi, je le disais, emprunter les mésusages. Et on voit les traitements aux pesticides, ils appellent ça phytosanitaire, mais il faut appeler un chat, c'est des pesticides, ni plus ni moins. Et on retrouve cet ordre simpliste militaire qui est d'ailleurs assez fascinant. Quant à nous, on va continuer à remonter les houppiers d'année en année de façon à retrouver la découpe du sommet des arbres alentour d'ici quelques années. Un jardin d'herbe. Au Lanceau, nous ne sommes pas dans un jardin de représentation sociale qui prône la permanence, la stabilité économique, idéologique, politique, mais dans un jardin d'herbe. On voit ici que la tonte assure le simplisme de l'ordre militaire dont on parlait, qui permet la complexité organique du vivant et propose une organisation du paysage avec très peu d'énergie, mais une attention permanente. Quand une pluie couche les herbes avant les visites, que faire? C'est vrai que c'est une des grandes problématiques quand on a un jardin d'herbes, la pluie, le vent, etc. On passe par des états absolument merveilleux, mais très fragiles. Et en fin de saison, il faut observer ce que propose le jardin et comment le territoire qui l'entoure répond. Quand couper les herbes, faut-il les couper de façon dogmatique? C'est mort, on coupe. Ou les couper en prévision de l'arrivée d'une pluie pour une repousse rapide? Est-ce le bon moment pour la faune? L'effet n'est-il pas tout simplement beau, plus beau qu'une tonte à cette période de l'année? Ne faut-il pas remonter les couronnes pour régler les pleins et les vides, etc. Autant de questionnements qui nous obligent à observer finement et prendre position à toutes les saisons. Là, c'est une question que je me pose. Voilà, est-ce que l'expression du vivant est une expression du temps? Alors moi, je respecte jamais la bonne vieille règle des 2 tiers de caduc, 1 tiers de persistant. Je ne sais pas si elle est encore en vogue, mais je respecte pas cette règle, peut-être pour échapper à cette représentation sociale, à cette représentation acceptable du jardin, c'est-à-dire qui ne nous
questionne pas trop en réalité, qui ne nous dérange pas. Là, pour parler d'entropie, j'ai trouvé une définition de Philippe Rame et Jean-Gilles de Coster, deux architectes suisses. C'est une définition limpide d'un phénomène complexe, donc je vais vous la lire. L'entropie est un nivellement physique et chimique progressif et inéluctable dont le processus se met en place par l'absence d'apport d'énergie extérieure. C'est un système fermé. Alors c'est une notion qui s'applique aussi bien aux mathématiques qu'aux vivants, qu'à l'urbanisme. Donc c'est une définition qui est pour le coup assez claire. Et dès qu'on veut évoquer l'entropie au jardin, beaucoup de questions de type esthétique, biologique, pratique ou éthique surviennent. Alors qu'une végétation de persistant et qu'un bon calendrier d'entretien au jardin rassure et permettent d'avoir le sentiment de maîtrise sur le vivant ou sur le sauvage. Là, ici, on a des verticales fragiles de quelques aralias, on a un petit gléditia avec un graphisme absolument magnifique, quelques petites pommes de pommiers décoratifs ici, une aubépine nana qui a naturellement un port assez rond comme ça. Ces rosiers mutabilis qui sont semi-persistants mais toujours un peu enchiffronnés. Ce battoir chanvrine ici qui vont passer par bien des états jusqu'au printemps où elles seront coupées. Là, on les a dans l'autre jardin, dans le jardin clos, et ici, elles sont appuyées par des miscanthus, ces graminées, ces descantia, etc. Et tout ce jardin reste l'hiver, prend le givre ondoie sous des troncs de pins très très raides des pins, même les feuillages des pins bougent assez peu, alors que ici tout est mouvant. Et c'est très intéressant d'avoir, et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette alternance que proposent les graminées et ces jardins qui ne sont pas du tout, ces jardins qui ne sont pas faits avec des persistances, et qu'en mars, on va retailler tout ça et retomber sur une profondeur jusqu'aux pépinières, découvrir les premières floraisons des rosiers en pépinière, des arbustes, etc. Et le jardin pensin va remonter et on va retrouver cette proportion que seulement à la fin de l'été. Donc on a vraiment une alternance de perspective, d'appréhension du jardin qu'un jardin de persistant ne nous propose généralement beaucoup moins. Là, on est dans le même jardin en été, et avec ce foisonnement contrôlé qui consiste entre autres à conserver dans ce poirier sauvage qui est assez important dans le jardin, les pins aussi sont passés par le même élagage. Voilà, il faut les élaguer régulièrement pour conserver une ombre claire, pour pouvoir cultiver dessous. Là, on a une vue des féviers d'Amérique, une variété qui s'appelle Sunburst, très très lumineux, accompagné de saules blancs ici, qui bordent la pépinière, et des orties au pied des saules qui sont intéressants parce qu'ils font le job, ils font une masse intéressante. Il faudra juste les enlever avant qu'ils s'égrènent. Elles reviendront sûrement, mais en fait non, je les ai arrachés, et puis l'année suivante, c'est plutôt des pavots somnifères qui sont revenus et qui ont pris la place. Des digitales à droite, qui vagabondent. Ces bisannuels font leur cycle végétatif en 2 ans. Les feuilles, la première année, il faut savoir les repérer, pas les désherber, et la hampe florale la seconde année. Si nous les voulons, il faudra être attentif à ne pas les désherber. Cette vue prise depuis la pépinière lors d'un coup de vent, c'est une image que j'aime beaucoup. Et j'ai la photographie, certes, mais jamais plus le tirage végétal, parce que c'est le vent qui l'a fait. C'est vraiment, vous voyez, la simplicité d'une composition avec des saules blancs et des pins sylvestres, c'est d'une beauté, surtout par jour de vent, très poétique et très efficace. Nous pouvons parler aussi du temps météorologique, le changement climatique nous obligeant à changer de palette végétale
Et il faut aux jardiniers et aux entreprises des techniques de plantation parfaites pour que les plantes puissent résister au printemps très sec que l'on a. Il faut aussi abandonner l'espoir de cultiver certaines espèces et adapter notre palette végétale à l'image de nos habitudes en tant que citoyens. Nous devons changer rapidement. Les arbres, voilà les arbres. J'ai trouvé cette phrase dans le titre d'un article, le journaliste expliquant qu'elle provenait du livre Le Guépard de Giuseppe Tomasi de Lampedusa, qui relate l'histoire de la Sicile et de la transition entre un ordre ancien et un ordre nouveau. Là, c'est Wikipédia. J'adore cette phrase, les arbres, voilà les arbres, qui est aussi évocatrice que courte, et je me demandais ce qui pouvait agir sur moi au travers d'elle. Alors, à partir de ce postulat, j'imaginais une scène qui se passe à la fin du 19e siècle, époque que décrit le roman en Sicile, sous une chaleur torride. Sûrement, le livre parle de la chaleur comme s'il neigeait du feu. Une voiture à traction animale avance sur un chemin carrossable, lentement, pour ramener ses occupants chez eux. Le paysage doit être aride, mais vallonné, car à l'approche de la maison, un voyageur voit en premier les houppiers des arbres qui doivent être imposants et sous lesquels les bâtiments doivent se trouver. Il s'écrie les arbres. Voilà les arbres. Cette phrase simple et émouvante traduit la présence bienveillante des arbres retrouvés, une corporalité et peut-être même une humanité dans le sens de la reconnaissance de cette altérité qui nous fait nous sentir plus humains. Je vous remercie de votre écoute.